Mes chers compatriotes, je voudrais revenir dans cette vidéo sur un scandale qui agite la scène politique et médiatique française depuis désormais quelques semaines. Je veux parler du fonds Marianne qui avait été créé en avril 2021 sur une initiative de Mme Marlène Schiappa, la ministre, qui voulait créer un fonds à partir de l'effroyable assassinat et la décapitation de Samuel Paty pour promouvoir en fait des luttes contre le séparatisme. C'est-à-dire, en fait, c'est le mot trouvé pour dire des gens qui refusent de s'intégrer dans la société française, qui refusent d'appliquer les us et coutumes et valeurs de la République française pour se plier dans du communautarisme. Donc l'intention proclamée était louable. Elle était même assez émouvante, puisque l'assassinat de Samuel Paty, on ne le dira jamais assez, est une horreur à tous les égards et on lui doit évidemment un grand respect. Là où le problème est apparu, c'est que ce fonds, avec donc doté d'argent public, il y a eu plus de 2 millions d'euros qui ont été posés dans ce fonds, il semble que ce fonds ait servi à financer une douzaine d'associations qui n'ont qu'un rapport bien lointain avec l'objet même qui avait été évoqué, un objet qui, compte tenu de l'atrocité de l'événement qu'il s'agissait, si j'ose dire, de conjurer par cette action publique, nécessite évidemment que ces fonds soient utilisés avec le plus grand respect et le plus grand souci d'être conforme à l'objectif proclamé. Or, c'est tout le contraire. On a découvert en fait que ces fonds ont subventionné une douzaine d'associations. Alors je ne vais pas ici entrer dans le détail parce que d'autres sites internet, d'autres télévisions web ont fait leur devoir et ont explicité quels étaient les bénéficiaires de ces largesses. Et c'est quand même assez scandaleux puisqu'il y a une association qui aurait servi, j'utilise quand même le conditionnel, qui aurait servi à financer le salaire assez confortable de 2 dirigeants, ce qui n'est pas normal. Il y a également des associations qui ont bénéficié de ces fonds pour en fait diligenter des campagnes de diffamation et de discrédit. Et alors la presse a évoqué notamment de discrédit de LFI et de Jean-Luc Mélenchon. Alors évidemment, là, ça devient sordide puisque il s'agirait en fait d'un fonds qui, au bout du compte, servirait les intérêts du pouvoir et finirait par, de façon subreptice, en fait, à soutenir, notamment dans le cadre de campagnes électorales, les partisans de Macron. Alors là, c'est vraiment du détournement de fonds publics. Alors, pour y voir clair, plusieurs députés ont demandé qu'une enquête parlementaire soit diligentée. Et l'on apprend ce soir, 4 mai 2023, que le parquet national financier, le PNF, s'est saisi de cette affaire et va enquêter sur les possibles détournements de fonds publics qu'a occasionné ce fonds Marianne. Détournement de fonds publics que Mme Schiappa, très occupée entre des entretiens qu'elle dévoile à Playboy ou des soirées également pour le magazine Playboy. Donc elle a beaucoup de choses à faire. Mais entre-temps, elle a quand même trouvé le moyen d'expliquer que tout ça était tout à fait scandaleux et que les bénéficiaires avaient été scrupuleusement dans la ligne droite de ce qui était prévu par ce fonds. On a vu également arriver toute une série de personnes qui sont montées au créneau pour défendre parmi les bénéficiaires le célèbre, si j'ose dire, Rudi Reichstadt, d'un site qui s'appelle Conspiracy Watch, en américain bien entendu, et qui s'est fait une spécialité de traquer les conspirationnistes et de faire office de débunker. Voilà, donc je ne pense pas qu'il soit nécessaire de présenter aux gens qui m'écoutent la personnalité de M. Rudi Reichstadt. Disons simplement que c'est quelqu'un qui est quasiment seul. Alors, on nous dit qu'il a des collaborateurs, mais enfin, c'est quand même quelqu'un qui est essentiellement seul.
et qui s'est autoproclamé. Il y en a d'autres comme ça, comme Tristan Mendès France, Julien Pain, etc. Il y a des gens qui se sont autoproclamés débunker en chef, le sous-chef, le vice-chef, le sous-chef, le grand chef du débunkage, et qui sont donc des personnes qui sont un petit peu des gardiens de l'ordre moral. Ils sont à la République française ce que sont un petit peu les gardiens de la révolution en Iran, c'est-à-dire des gens, des gardes-chiourmes, qui sont là pour essayer de dire là vous avez tort, c'est scandaleux, c'est une fake news, c'est du conspirationnisme, c'est du complotisme. Voilà. Alors ça n'aurait pas, ça serait rigolo si ces débunkers n'avaient pas le retentissement qu'ils ont. Parce qu'en fait, M. Rudi Reichstadt, qui a bénéficié pour sa structure Conspiracy Watch de 60 000 euros, paraît-il, de cette subvention, de ce fonds Marianne, eh bien, est l'une des principales autorités morales vers lesquelles on se tourne pour savoir ce qu'il faut penser. Puisque c'est une espèce de directeur de pensée, on se croirait revenu au temps de la Sainte Inquisition, et donc savoir ce qu'il faut penser et dire pour ne pas tomber sous les foudres de M. Rudi Reichstadt, comme d'ailleurs sous celles de M. Julien Pain ou sous celles de M. Tristan Mendès France. Bien. Alors je voudrais revenir un peu sur cette affaire, mais sous un angle qui n'a pas été, à mon avis, suffisamment expliqué aux Français. Parce que on a expliqué que donc des débunkers touchaient de l'argent public et que c'était scandaleux parce qu'ils attaquaient certains opposants de Macron. Mais je voudrais aller plus loin et faire remarquer qu'ils interviennent toujours dans le même sens et qu'ils s'inscrivent en fait dans tout un écosystème, comme on dit maintenant, c'est-à-dire dans toute une espèce d'économie générale qui consiste en fait à dénigrer systématiquement les opposants non seulement à Macron et au régime macronien, mais les opposants plus exactement aux États-Unis d'Amérique. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Eh bien parce que je me suis renseigné sur Rudi Reichstadt. J'ai d'ailleurs déjà fait l'objet d'un certain nombre d'attaques de sa part, puisque ce monsieur a créé des fiches, des notices par personne, un peu comme la Gestapo pouvait le faire. C'est-à-dire il y a des notices, d'ailleurs qui sont ouvertes au public, où ce monsieur se permet de dire qu'un tel est complotiste, conspirationniste, et ci et ça, et donc il tient minutieusement ses fichiers. Dans les années 50, 60, 70 du XXe siècle, on aurait dit de ça que c'était un mouchard et que c'était des procédés d'extrême droite. Ce sont des procédés fascisants et des procédés d'extrême droite. De faire cette tactique venue des États-Unis qui s'appelle name and shame, c'est-à-dire nommer, balancer dans le public un nom et shame pour lui faire honte, c'est l'objectif, c'est de la dénonciation, c'est de la balance, c'est abject, ça a toujours été considéré dans la société française comme une abjection, et c'est pourtant là-dedans que se complaisent les gens avec la bénédiction d'un certain nombre de médias. Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que, en réalité, lorsque M. Rudi Reichstadt publie sur Conspiracy Watch une information, il est, comme par miracle, invité à s'exprimer dans toute une série, dans toute une kyrielle de journaux, de magazines, alors même qu'il ne représente objectivement que lui-même, et il est traité comme si c'était une espèce de docteur honoris causa, de prix Nobel de la chasse du débunkage, alors qu'il est totalement autoproclamé. Ça n'est pas une profession réglementée, c'est tout simplement sur son autoproclamation. Alors il est invité sur les médias, les chaînes de télévision, il est considéré comme quelqu'un, alors on l'interroge gravement. Il a d'ailleurs publié des ouvrages qui ont été publiés chez Grasset, chez un grand éditeur, donc comme si c'était quelque chose d'extraordinairement sérieux. Ça, c'est la phase 2. La phase 1, c'est que M. Rudi Reichstadt, mais c'est vrai aussi des autres que j'ai cités, est à la tête d'une structure qui est une coquille vide, dont on apprend qu'elle a été financée par l'État. Il fait la traque d'un certain nombre de personnalités,
pas de toutes, je vais y revenir. Et puis ensuite, il est invité dans les médias où il est invité justement à dénoncer les personnalités en question. Et puis, c'est la phase 2. La phase 3 est extrêmement vicieuse, puisque la phase 3, c'est que ceci est repris ensuite sur l'un des sites mondiaux les plus importants de formation de l'opinion publique mondiale. Je veux parler de Wikipédia. C'est-à-dire que, vous le savez sans doute, les fiches Wikipédia sur les personnes doivent reposer sur des écrits figurant dans les grands médias, les médias mainstream comme on dit aujourd'hui. Comme si les médias mainstream étaient des gages de vérité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas publier n'importe quoi sur Wikipédia, même si c'est une encyclopédie prétendument collaborative où tout le monde peut intervenir. En fait, ça n'est pas exact. Il faut déjà être inscrit, il faut déjà avoir franchi un certain nombre de phases. Mais aussi, votre contribution peut être éradiquée par des gens qui font la police des notices et qui prétendent donc que seules les affirmations que l'on trouve dans 2 journaux ou une chaîne de radio, une chaîne de télévision, eh bien, puisque c'est dans 2 chaînes de radio ou de télévision mainstream, eh bien, c'est considéré comme valide. Alors, dans la mesure où ces chaînes de radio et de télévision se sont, semble-t-il, donné le mot pour considérer que quelqu'un comme M. Rudi Reichstadt, eh bien, sa parole vaut parole d'évangile et donc doit être considérée comme la vérité avec un grand V, eh bien, ça permet, au bout du compte, de faire figurer dans des notices Wikipédia des jugements faits par ce monsieur, que personnellement je n'ai d'ailleurs jamais rencontré, que je ne souhaite pas spécialement rencontrer d'ailleurs, compte tenu du métier de délateur constant qu'il s'est attribué. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'à partir du moment où il a décidé de saloper la réputation de quelqu'un, ben ça va être repris directement dans les médias et de ce fait repris dans Wikipédia avec des centaines de milliers de lecteurs. Donc c'est cette économie-là du système sur laquelle je voulais attirer votre attention et nous allons voir les conséquences. Si vous allez par exemple aujourd'hui sur la fiche, la notice Wikipédia des candidats à l'élection présidentielle de 2017, chacun a sa notice, eh bien j'ai remarqué qu'il y a 2 candidats où la notice cite expressément Rudi Reichstadt ou Conspiracy Watch, c'est-à-dire ces officines, en fait vides, il est pratiquement tout seul, qui est par ailleurs financé par fonds publics. Les 2 notices, c'est notamment la première, c'est celle de Jean-Luc Mélenchon. J'ai vu que Jean-Luc Mélenchon, dans sa notice, on trouve 7 fois le mot conspirationnisme, on trouve 2 citations de Rudi Reichstadt, on trouve 5 articles de Conspiracy Watch. 5 citations d'articles de Conspiracy Watch. C'est considérable. J'ai noté sur un personnage politique d'avoir une telle référence à Rudi Reichstadt et à Conspiracy Watch, qui, encore une fois, ce ne sont pas du tout des institutions existant depuis des décennies où il y aurait un comité de lecture, où il y aurait des avis contradictoires ou des avis divergents. Non, 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 c'est une simple personne qui dit ce qu'il pense et qui donc taxe Mélenchon de conspirationnisme. Alors, il s'agit en fait bien de salir la réputation de Jean-Luc Mélenchon, et c'est ça qui fait grief. Donc je vous renvoie à sa notice. Par exemple, on y lit « Rudi Reichstadt, directeur de Conspiracy Watch, rapporte alors à l'Express que, je le cite, « Mélenchon verse dans le complotisme depuis plusieurs années ». Donc vous voyez, Wikipédia cite l'Express, et l'Express citant Conspiracy Watch. Et Conspiracy Watch et Rudi Reichstadt étant financés par la Macronie, par l'État, c'est-à-dire par la Macronie. C'est un procédé particulièrement dégueulasse, parce que l'objectif est de faire croire à l'opinion publique, par la présentation qui en est faite, que ce serait une appréciation tout à fait légitime, tout à fait neutre, tout à fait que personne ne pourrait contester, puisqu'il y a un organisme quasiment de recherche, avec des chercheurs comme ça, qui auraient enquêté, qui seraient aboutis à cette conclusion, que d'ailleurs ils auraient
pignon sur rue dans Le Point, l'Express, Le Monde, etc. Et donc tout ça est absolument irréfutable. Alors il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon qui fait l'objet de cette sollicitude. Il y a aussi un autre candidat à la présidentielle de 2017 qui fait l'objet de cette sollicitude de M. Rudi Reichstadt et de Conspiracy Watch. Ce candidat, vous le connaissez, il est en face de vous, c'est François Asselineau. François Asselineau, dans ma notice, j'ai noté qu'il y a 11 fois le mot conspirationniste, qu'il est 7 fois mention du site Conspiracy Watch dans le texte de la notice ou dans les sources qui sont citées, et il y a 6 mentions de Rudi Reichstadt. Donc Jean-Luc Mélenchon, si j'ose dire, peut aller se rhabiller. Je suis hors concours. Et je suis, avec Jean-Luc Mélenchon, nous sommes les deux seuls candidats à l'élection présidentielle de 2017 où il est mentionné Rudi Reichstadt. Et moi, j'ai droit vraiment à toute sa sollicitude. Alors c'est intéressant. Pourquoi nous et pourquoi pas les autres? Alors j'ai cherché. Et je me suis rendu compte qu'en définitive, Jean-Luc Mélenchon, il présente une particularité parmi les candidats de 2017. C'est qu'il veut rester dans l'Union européenne, dans l'euro, mais il avait dit qu'il voulait sortir de l'OTAN. Et moi, je veux sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro, sortir de l'OTAN. Et j'étais le seul candidat à le proposer. Et donc, je serais tenté de dresser une relation de cause à effet, mais je sais bien que M. Rudi Reichstadt va aussitôt faire un communiqué à l'Académie des sciences pour dire que c'est du complotisme. Mais comment se fait-il que moi je suis ainsi l'objet de ces recherches sur mon prétendu complotisme et que d'autres candidats ne le sont pas? Il y a bien une raison. Et moi je propose la raison que je viens de dire, c'est que, en fait, de tous les candidats à l'élection présidentielle de 2017, et d'ailleurs aujourd'hui même sur la scène politique française, je suis certainement le candidat qui s'attaque le plus directement, le plus franchement, le plus ouvertement, comme c'est normal dans un pays démocratique, qui s'attaque le plus directement aux manœuvres d'asservissement de la France par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Alors, j'en profite pour dire que cette chasse à l'homme, en fait, cette dénonciation, cet étiquetage de complotisme ou de conspirationnisme ne m'est pas uniquement réservé. Et ça frappe également toute une série d'autres personnalités. Par exemple, la docteure Alexandra Henrion-Caude, qui a défrayé la chronique et s'est fait connaître pendant la Covid-19. Eh bien, quand on va dans sa notice, il est question 6 fois du mot complotiste. Il n'est pas question de Rudi Reichstadt, mais 6 fois le mot complotiste. On a donc l'impression qu'il s'agit de défendre sur les notices Wikipédia les intérêts de Pfizer. Lâchons le mot. Il n'y a pas que Mme Henrion-Caude, il y a également le professeur Raoult. Le professeur Raoult, on trouve dans sa notice des formulations du style qu'il est soutenu par l'extrême droite. Ça, c'est la procédure dite d'amalgame. C'est-à-dire que à partir du moment où quelqu'un du Rassemblement national, par exemple, ou M. Philippot dit du bien du professeur Raoult, ça veut dire que ipso facto, par amalgame, il serait d'extrême droite. On essaie de me faire le coup aussi à moi et à l'UPR. J'ai eu l'occasion de m'en expliquer. Toujours dans la notice Wikipédia du professeur Raoult, on trouve des formules comme certaines de ses prises de position controversées. Est-ce que vous connaissez, vous, un responsable politique ou un professeur de médecine ou un médecin qui n'a pas eu des positions controversées pendant la Covid? Ceux qui défendaient la version officielle étaient extrêmement controversés par d'autres. Voilà. Donc tout le monde était controversé, ce qui d'ailleurs est assez normal face à une maladie nouvelle que l'on découvrait. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il y a une espèce de camp du bien qui veut s'imposer à la population sous la forme d'une intimidation, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière, c'est une espèce d'intimidation, de menace qui plane et qui fait penser que si vous ne vous pliez pas à la pensée dominante, à l'expression dominante, eh bien, alors là, vous risquez
d'être taxé d'infamie, de complotisme, de conspirationnisme. Donc, dans la notice Wikipédia du professeur Raoult, il est marqué que certaines de ces prises de position controversées vont à l'encontre du consensus scientifique, notamment sur le réchauffement climatique. Oui, c'est peut-être vrai, mais il y a aussi des médecins et des chercheurs, que ce soit sur la Covid-19, le réchauffement climatique ou sur des tas d'autres choses, qui tiennent un discours qui n'est pas conforme à celui qui est le discours dominant. Et bon, je ne vais pas ici entrer dans la question du réchauffement climatique et des travaux du GIEC, mais les travaux du GIEC sont contestés par des gens qui sont des scientifiques de très haut niveau également. Donc il n'y a pas une vérité révélée. Personnellement, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire j'essaie, pas comme devrait être tout le monde, j'essaie de garder mon libre arbitre, de raisonner par moi-même et d'essayer de comprendre les controverses en écoutant les points de vue des uns et des autres, les arguments des uns et des autres. Mais ce simple fait semble interdit par la pensée dominante, du moins dans le camp occidental. Alors, dans la notice du professeur Raoult, on dit également « De nombreuses théories du complot naissent après ces prises de position, alimentant l'idée d'une cabale à l'encontre de son traitement qui nuirait au groupe pharmaceutique. » Ce qui est intéressant, c'est de lire. On a l'impression que ça a été rédigé par Pfizer. Ce qui est intéressant, c'est de lire ça maintenant, en avril 2023, alors que l'évolution, notamment de la faculté de médecine, de l'Académie de médecine, mais dans le monde entier, les évolutions survenues depuis 2 ans, le moins que l'on puisse dire, c'est que les théories officielles sont de plus en plus battues en brèche. On nous avait expliqué qu'avec les injections Pfizer, on ne pouvait pas tomber malade, puis si, on pouvait tomber malade. Après ça, on nous a expliqué qu'avec les injections Pfizer, eh bien, on ne pouvait pas transmettre le virus à d'autres. Et puis maintenant, si, en fait, on peut transmettre le virus à d'autres. Après, on nous avait dit que les injections Pfizer empêchaient à tout le moins les formes graves. Non, c'est pas vrai, elles n'empêchent pas les formes graves. Après ça, on nous avait dit qu'il n'y avait pas d'effets secondaires. Et puis si, maintenant, il est avéré, et de plus en plus, qu'il y a des effets secondaires. Donc c'est d'ailleurs normal, devant une découverte scientifique, qu'on n'a pas le recul suffisant. Normalement, un vaccin, il faut 10 ans pour le mettre sur pied. Il ne faut pas 3 mois. Donc il est normal que l'on découvre avec le temps des effets qui n'étaient pas perceptibles tout de suite. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans la notice Wikipédia que je viens de citer, eh bien le jugement est déjà fait et tranché, comme s'il y avait eu une espèce de décision définitive et qui avait imposé une vérité. Et d'ailleurs, dans la notice du professeur Raoult, il y a 3 fois le mot complot qui arrive. Bon, j'ai cité le docteur Alexandra Henrion-Côte, j'ai cité le professeur Raoult. On pourrait citer également le professeur Montagnier, prix Nobel de médecine, qui est décédé hélas maintenant. Et sa notice Wikipédia, eh bien, à 3 fois cite le mot controversé et 2 fois cite le mot complotiste. Donc, je me résume. Il y a des débunkers qui sont spécialistes de la traque d'un certain nombre de personnes parce qu'elles s'opposent en fait à la stratégie de grands laboratoires pharmaceutiques comme Pfizer, ou bien parce qu'elles s'opposent à la stratégie de grands pays comme les États-Unis d'Amérique, notamment, et les objectifs de l'OTAN. Donc ceux-là sont particulièrement la cible d'un certain nombre de débunkers, et notamment de Rudi Reichstadt, de Julien Pin, de Tristan Mendès France. C'est d'ailleurs tellement grossier et caricatural que l'on sait par avance ce que vont être ces débunkages. Tout le monde le sait. On sait toujours que le débunkage qui va être fait et reproduit dans l'Express ou dans Libération, c'est toujours dans le même sens. C'est toujours ceux qui sont contre le soutien à l'Ukraine, ce sont des épouvantables complotistes. Ceux qui disent que le régime de Kiev est un régime néo-nazi, c'est du complotisme. Ceux qui disent que Poutine, il avait peut-être aussi des raisons d'intervenir compte tenu des menaces et de la stratégie américaine depuis des années, notamment à partir du Maïdan, ce sont des complotistes, des conspirationnistes. Ceux qui disent que les attentats au gaz qu'il y a eu en Syrie, qui étaient systématiquement attribués au régime de Bachar el-Assad, c'était des complotistes, parce qu'il était évident que c'était le régime de Bachar el-Assad.
Je renvoie d'ailleurs à la campagne présidentielle de 2017 où j'avais été attaqué là-dessus par France Info, que paraît-il, il y avait eu une attaque au gaz sarin dans un village de Khan Cheikhoun, et j'avais dit simplement que je ne savais pas ce qu'il fallait en penser, qu'il fallait qu'une enquête soit menée. Là, on nous annonce d'un seul coup que Bachar el-Assad aurait gazé des enfants. Et vous n'y croyez pas. Eh bien, moi, je dis que nous n'en savons rien. Je dis que l'expérience antérieure nous savons le chat est chaud des crins l'eau froide. Regardez ce qui s'est passé avec l'affaire des armes de destruction massive qui étaient prétendues être de Saddam Hussein. C'est pas de l'eau froide, là, c'est pas très Non, habile. oui, mais attendez. Il y avait des armes de destruction massive chez Saddam Hussein ou pas? Non, mais attendez, en 2003, je suis désolé. Il y a désolé. des armes chimiques chez Saddam Hussein ou pas? Eh bien, écoutez, Chez Bachar el-Assad. Moi, ce que je sais je sais chez Bachar el-Assad, c'est qu'il y a eu l'affaire de la Ghouta, le massacre de la Ghouta en août 2013. Oui. Eh bien, le rapport très récent, 4 ans après, du MIT, c'est-à-dire l'institution la plus prestigieuse des États-Unis, a conclu que très probablement, en fait, ça venait des zones rebelles. Je ne suis pas là pour défendre Bachar el-Assad, je suis là pour dire la vérité. MIT? Mais si, allez vous renseigner. Alors je signale, s'agissant de la Syrie, eh bien que pour la Syrie, il y avait une officine qui s'appelle l'organisme des Syriens des droits de l'homme, l'Office syrien des droits de l'homme, l'OSDH, qui officiait depuis Londres au Royaume-Uni et qui était une coquille vide, avec une ou deux personnes dedans, comme Conspiracy Watch est une officine qui est une coquille vide. Voilà. Donc ce sont des coquilles vides, mais qui se cachent derrière un intitulé ronflant pour en imposer au commun, comme s'il s'agissait en fait d'études qui avaient été dûment menées par toute une équipe de chercheurs d'opinions politiques différentes et qui avaient tous recherché avec scrupule où était la vérité. Alors, ce qu'il est intéressant aussi de voir, c'est que tous ces débunkers ont une fâcheuse tendance à l'hémiplégie. C'est-à-dire qu'il y a des choses que ces débunkers débunkent, des bunkers, comme je l'ai dit tout à l'heure, financés, dont il faut chercher les financements quand ça n'est pas l'État français pour Conspiracy Watch. On découvre souvent que ce sont des fondations proches de George Soros ou de la National Endowment for Democracy. Je crois que c'est le cas pour l'organisme syrien sur la défense des droits de l'homme. On découvre que souvent les financements proviennent ou alors de grands organismes américains comme l'Atlantic Council, par exemple. Mais on s'aperçoit que tous ces organismes de débunkage ne débunkent donc que certaines personnes et pas d'autres. Et c'est ça qui permet de découvrir ce qui se cache derrière. Et donc ce sur quoi j'attire votre attention, c'est le florilège de tout ce qui n'est pas débunké par les débunkers. Par exemple Nord Stream 2. Nord Stream 2, on a eu des débunkages pour s'attaquer aux gens qui pensaient que ça n'était pas la Russie. Mais lorsque Seymour Hersh, le journaliste d'investigation mondialement connu américain, a révélé que Nord Stream 2 avait été plastiqué par les États-Unis d'Amérique en conjointement une opération menée en deux temps avec l'aéronavale de la Norvège, je n'ai pas vu Conspiracy Watch se manifester. Silence radio de tous les débunkers. De la même façon, je n'ai pas vu que les débunkers s'intéressent aux revenus de Macron, qui ont été gagnés lorsqu'il travaillait à la banque Rothschild et qui sont absents de sa déclaration de patrimoine. Je n'ai pas vu qu'ils aient fait preuve en la matière de recherche approfondie pour essayer de comprendre ce qui se cachait derrière ce mystère. Je n'ai pas vu non plus les débunkers qui sont financés par l'État ou financés par des officines. Je ne les ai pas vus s'intéresser beaucoup le rôle qu'a joué Macron dans la vente d'Alstom aux Américains. Je n'ai pas vu beaucoup M. Rudi Reichstadt, M. Mendes France, M. Julien Pin s'intéresser beaucoup au rôle
plus que trouble joué par Madame von der Leyen dans la passation de contrat avec Albert Bourla, le PDG de Pfizer. Je rappelle quand même qu'elle a acheté pour 4 milliards, on en rit mais c'est incroyable, 4 milliards d'injections à ARNM pour une population de 450 millions d'habitants au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire quasiment 10 injections par personne, surtout si on enlève les bébés ou les enfants. Ça veut dire peut-être 11 injections par personne, achetées comme une grande par Madame von der Leyen, réputée par ailleurs pour être une femme d'une immense corruption et d'une incompétence crasse. C'est comme ça qu'elle a été d'ailleurs chassée de son poste de ministre de la Défense. Je n'ai pas vu M. Rudi Reichstadt enquêter sur cette affaire, pas plus d'ailleurs que les autres. Je n'ai pas vu non plus que les débunkers se soient précipités pour enquêter sur cette fameuse affaire qui a donné naissance à une affaire qui s'appelle le Lancet Gate, de rester dans l'histoire. C'est cette étude qui avait été publiée le 22 mai 2020 pour dénoncer l'hydroxychloroquine, c'est-à-dire le médicament que recommandait le professeur Raoult pour guérir de la Covid-19. On a vu une étude absolument ni faite ni à faire, qui d'ailleurs n'a jamais eu lieu. C'est une pure invention. Cette enquête qui a été faite par un trio de pseudo-chercheurs indiens qui avaient quand même réussi à franchir la barrière normalement de la science assurée par les comités de lecture de la revue prestigieuse théoriquement britannique de santé, la revue The Lancet. Je n'ai pas vu Conspiracy Watch s'intéresser très particulièrement aux problèmes de corruption qui gangrènent les institutions européennes et notamment le Parlement européen. Il y a quand même une vice-présidente du Parlement européen qui a été mise sous les verrous pendant plus de 3 mois. Elle en est sortie avec une espèce de bracelet électronique à la cheville pour pas qu'elle s'enfuit. Je rappelle, lorsque des enquêteurs sont arrivés chez elle, ils ont regardé sous un matelas, semble-t-il. Ils ont découvert qu'il y avait 150 000 euros en coupure, en billets sous un lit. Les enquêteurs ont demandé donc à cette vice-présidente de nationalité grecque ce dont il s'agissait et a dit qu'elle ne savait pas. Voilà. Il y avait 150 000 euros en petites coupures sous son lit. Elle en ignorait l'origine. C'est assez extraordinaire. J'aimerais que ça arrive à tous les gens qui m'écoutent, c'est de découvrir d'un seul coup 150 000 euros sous son plumard. Je n'ai pas vu Conspiracy Watch, je n'ai pas vu tous ces gens s'inquiéter de ces réseaux de corruption extraordinaires. Je n'ai pas vu non plus Conspiracy Watch débunker les affirmations absolument mensongères et scandaleuses du commissaire européen Thierry Breton, de nationalité française, qui est une espèce de naufrageur de l'industrie, qui n'a d'ailleurs jamais vraiment travaillé de sa vie, si ce n'est que d'occuper des postes de responsabilité où il a fait preuve d'une incompétence crasse en général. Et donc monsieur Thierry Breton, qui est invité sur les ondes pour expliquer que la réforme des retraites en France n'a strictement aucun rapport avec une demande de l'Union européenne. Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Depuis des semaines, le climat social en France est tendu à cause de la réforme des retraites. Est-ce que le chef de l'État français fait cette réforme pour vous faire plaisir, pour faire plaisir à l'Europe ? Alors, je l'ai déjà dit et je le redis sans aucun détour, absolument pas. L'Europe ne demande rien. Et je le redis parce qu'effectivement, on entend ici ou là que c'est l'Europe qui demande de faire la réforme des retraites ici ou là. Si c'était le cas, on n'aurait pas une disparité des départs d'âge à la retraite en Europe. C'est à la main des États de décider ce qu'ils veulent faire. Ils le font. C'est quand même scandaleux. Tout le monde sait, enfin tous les gens en tout cas qui suivent mes vidéos depuis des années, j'ai été celui qui a le premier mis sur la place publique les rapports sur les grandes orientations des politiques économiques en vertu de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Bon, ça a été ensuite repris. Maintenant, il y a quand même des pans entiers de l'opinion publique qui le savent. Il faut y ajouter que dans le cadre du plan de relance post-Covid, vous savez que la France est censée recevoir environ 40 milliards d'euros de subventions de la Commission européenne, alors même que ça lui coûte 80 milliards d'euros.
une arnaque géante, mais que parmi les contraintes pour obtenir ce maigre retour des sommes fantastiques que nous avons mis dedans, eh bien, il y a parmi les contraintes, il y a justement le fait de procéder à une réforme des retraites. Donc M. Thierry Breton ment d'une façon éhontée, enfin tout le monde le sait. Il a quand même pu s'exprimer sur les chaînes de radio et de télévision. Je n'ai pas vu l'ombre d'un débunkage sur Conspiracy Watch et consorts. De la même façon que je n'ai jamais vu Conspiracy Watch débunker tout ce qu'a pu dire Macron comme mensonge. Enfin, ce que dit Macron, c'est un tissu de mensonges depuis 6 ans. Si vous allez sur la notice Wikipédia de Macron, il n'est pas cité une seule fois Conspiracy Watch, Rudi Reichstadt, Tristan Mendès France, Julien Pain et compagnie. Jamais. Jamais. Y compris même lorsque Emmanuel Macron avait évoqué le fait que l'État profond américain, il avait parlé de l'État profond américain, c'est, paraît-il, un marqueur des conspirationnistes, parce qu'évidemment, pour toutes ces personnes dont je parle, pour tous ces débunkers, la CIA, eh bien, c'est une association quasiment paroissiale qui fait le bien des personnes âgées. La CIA n'essaye jamais d'intervenir en France. La CIA n'écoute personne, ne fait aucune écoute téléphonique. La CIA ne fait jamais de sagou, ça n'existe pas. Et ceux qui, comme moi, dénoncent preuves à l'appui tous les coups qu'a pu faire la CIA, nous sommes considérés comme des complotistes et des conspirationnistes. Et évidemment, quelqu'un qui parle de l'État profond américain se fait allumer immédiatement par ces chiens de garde de l'ordre euro-atlantiste, parce que c'est de ça qu'il s'agit. En revanche, si c'est moi qui parle de ça, alors là, j'ai droit à une 12e mention de Conspiracy Watch financée par la Macronie dans ma notice Wikipédia. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. J'insiste là-dessus. Alors, je ne serais pas complet dans ce panorama si je ne citais pas d'autres officines qui ont pignon sur rue et sur lesquelles il faut toujours gratter et le nombre de personnes qu'il y a dedans et également qui les financent. On a vu ces jours-ci, au moment de la réforme des retraites, on a vu être catapulté dans absolument tous les médias, Europe 1, RTL, France Info, France Inter, TF1, France 2, les magazines, etc. On a vu catapulter une jeune femme, élégante et intelligente, qui s'appelle Madame Agnès Verdier-Molinier, qui parle au nom de l'IFRAP, de l'Institut français d'administration publique, je crois. Alors ça en impose au commun des mortels. L'IFRAP, vous comprenez, c'est une chercheuse de l'IFRAP, c'est la directrice de l'IFRAP. En fait, l'IFRAP, c'est vide, il y a quasiment personne dedans. C'est une émanation du MEDEF, c'est financé par le MEDEF. Mais au lieu de dire c'est le MEDEF qui pense ça, alors ça serait franc jeu, non. On passe par des faux nez. On passe par des masques pour faire croire que ce serait une personnalité tout à fait objective qui tirerait la sonnette d'alarme sur les finances publiques et donc la nécessité de la réforme des retraites. Notons bien d'ailleurs qu'en général, les mêmes qui se sont inquiétés des finances publiques et du problème de la dette publique à l'occasion de la réforme des retraites n'ont pas dit un mot sur les 500 ou 600 milliards d'euros jetés par les fenêtres d'une façon tragique, absolument tragique historiquement, parce que ça va peser sur des générations et des générations de Français, qui ont été dépensés d'une façon dingue, en fait, par le Mozart de la finance avec le confinement. Là, je n'ai pas vu Madame Verdier-Molinier se manifester. Madame Verdier-Molinier, qui est quand même quelqu'un qui a une certaine aisance, puisqu'il suffit d'aller sur Internet pour découvrir que d'abord son mari travaille chez PricewaterhouseCoopers, c'est-à-dire dans un grand cabinet d'audit américain dont certaines mauvaises langues disent qu'ils auraient partie liée avec la CIA, mais ce sont sans doute des mauvaises langues. Et puis surtout, elle appartient à la famille Verdier qui possède un château
viticole dans le Bordelais. Donc Madame Verdier-Molinier, qui est une femme très aisée, eh bien, elle est là, elle tire sans arrêt la sonnette d'alarme sur les dépenses publiques. Elle n'a pas forcément tort, d'ailleurs, de tirer la sonnette d'alarme sur les finances publiques, mais il faudrait qu'elle vise à bon escient, qu'elle dénonce d'abord et avant tout la gestion de Macron sur la Covid-19, sur le confinement, qu'elle attaque également les dépenses invraisemblables que nous accordons dans le cadre de l'Union européenne, ou bien que nous accordons également à l'Ukraine. Et ça, de ce point de vue-là, Madame Verdier-Molinier, financée par le MEDEF, ne dit pas un mot. Alors on a dans le même genre également l'Institut de l'économie positive de Madame Audrey Tcherkov. Alors c'est une personnalité qui n'est pas connue, mais pour les spécialistes, il paraît que c'est cette jeune femme dont M. Attali aurait tracé le futur prestigieux lors de la fameuse intervention qu'il avait faite sur BFM TV le 27 août 2014, dans laquelle M. Jacques Attali annonçait aux Français que voilà, il y avait un type absolument formidable que personne ne connaissait et qui s'appelait Emmanuel Macron et qui avait l'envergure pour être président de la République. Je renvoie à une autre vidéo publiée récemment qui, justement, s'intéresse à ça sur les questions de manipulation de l'élection présidentielle. Eh bien, dans la foulée, M. Attali avait continué en disant qu'il connaissait même, alors il n'y avait pas cité de nom, mais la personne qui succéderait ensuite à Emmanuel Macron. Enfin, c'est dingue. On est dans le domaine non seulement de la manipulation générale, mais c'est incroyable, en fait, que des journalistes d'un pays qui se prétend se battre pour la liberté d'expression avec des journalistes d'investigation ne se soient pas penchés plus directement là-dessus. Et là-dessus, pourquoi ils ne s'y penchent pas? Parce que ce soit l'Observatoire syrien des droits de l'homme, que ce soit Conspiracy Watch, que ce soit l'IFRAP, que ce soit Institut de l'économie positive, que ce soit les débunkers qui ont pignon sur rue, il y a derrière, et les journalistes l'ont bien compris, de même que les dirigeants des principaux partis politiques français, il y a une espèce de menace latente. Nous sommes actuellement dans une société où il y a une éthique, si j'ose dire, de la menace. Voilà. C'est-à-dire que vous savez ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Je conclurai cette vidéo par une petite note historique. Vous savez que j'aime bien l'histoire. Et en fait, ce à quoi nous assistons n'est pas sans précédent. Il y a eu... Alors je vais essayer d'éviter de parler de la Seconde Guerre mondiale, mais il y aurait quand même beaucoup à dire quant au flicage et au mouchardage du temps du régime de Pétain et du temps de l'occupation de la France par les Allemands, par les nazis et par la Gestapo. Mais si je vais dans cette direction, on va m'opposer le point Godwin. On va dire c'est scandaleux, comment pouvez-vous... Bon, alors bref, donc je préfère ne pas en parler. En revanche, je vais remonter un petit peu plus dans le temps et attirer votre attention sur une personnalité pas si bien connue que cela de notre histoire nationale. Je veux parler de Joseph Fouché, qui fut le ministre de l'Intérieur à la fin de la Révolution française, sous le Directoire, sous l'Empire, et qui est mort ensuite sous la Restauration. Joseph Fouché était né en 1759 d'un père qui était marin et qui était devenu capitaine de navire commercial, qui faisait d'ailleurs de la traite négrière. Et Joseph Fouché avait commencé sa carrière. C'était un être un peu... pas d'une très grande santé, mais d'une très grande intelligence et d'une ruse d'une perfidie extraordinaire. Donc, au moment de la Révolution française, il était né en 1759, il avait donc 30 ans en 1789, et il s'était faufilé, lui qui était passé par les oratoriens, donc qui avait eu une éducation qui avait commencé comme religieuse, en fait était devenu athée, et était devenu, pendant la Révolution française, s'était rapproché de ce qu'on appelle la montagne, les montagnards, c'est-à-dire l'extrême gauche. Il s'était rapproché de Robespierre. Il avait même été d'ailleurs, de façon fugace, président du club des Jacobins. Et donc, il était devenu un personnage tout à fait redouté. Puis après ça, il avait trempé
dans Thermidor, donc dans la chute de Robespierre. Et toute la suite de son parcours a été qu'à chaque fois, tel un chat, il retombait sur ses pieds pour donner, en fait, des services aux uns et aux autres. Il était devenu le ministre de la police redouté de Bonaparte puis de Napoléon Ier, sous le Directoire puis sous l'Empire. Il était donc devenu ministre également de l'Intérieur. Il est mort en 1820, donc 5 ans après Waterloo. Il est mort à Trieste, donc actuellement en Italie. Et donc, Fouché est resté célèbre dans l'histoire de France parce qu'il a inventé quelque chose qui n'existait pas auparavant. C'est la jonction de la presse et de l'argent opaque. Quand il était ministre de la Police, il avait des dotations budgétaires. Mais il avait découvert, par sa malignité, il avait découvert qu'il pouvait se procurer de l'argent de façon discrète, notamment en se retranchant derrière des clubs de jeux, ce qu'on appellerait peut-être des casinos aujourd'hui, des tripots, des clubs de jeux sur lesquels il faisait des ponctions, un peu comme la mafia en fait. Et donc il avait des finances dérivées qui échappaient au budget de l'État et qui venaient abonder des fonds occultes de son ministère. Donc ça c'est le premier point, des fonds occultes. Ça rappelle le fonds Marianne qui provient de l'État, qui est censé financer la lutte contre le séparatisme et qui va être utilisé à toute autre chose. Et le tout autre chose de Fouché, c'est qu'il utilisait cet argent pour payer des influenceurs, comme on dirait aujourd'hui, pour payer la presse. Il avait placé ces gens dans des journaux. Si vous lisez un ouvrage qui est assez formidable, un ouvrage historique très intéressant qui s'appelle Fouché ou les silences de la pieuvre, qui a été écrit par un type qui s'appelle Emmanuel de Varesquiel, eh bien, vous apprenez beaucoup comment fonctionnait le système Fouché. Et donc, il avait développé des liens consanguins entre l'argent venu des tripots de salles de jeu plus ou moins clandestines avec le financement, eh bien, de la presse. Notamment, il y avait un des grands journaux à la fin sous le Directoire, à la toute fin du XVIIIe siècle français, qui s'appelait la Gazette de France, qui avait été entièrement infiltré par les hommes de Fouché. Et Fouché, non seulement avait infiltré les médias en les finançant, mais de surcroît, il avait également financé toute une série de personnalités un peu de milieux interlopes, des prostituées, des vagabonds, mais aussi des aristocrates désargentés, mais aussi des personnalités a priori tout à fait de bonne aloi. Et il arrivait il les finançait parce que c'était des gens qui avaient des dettes de jeu ou qui étaient dans des passes difficiles, pour les transformer en mouchards, des gens qui en permanence traquaient leurs contemporains et fournissaient des informations à la police. C'est ça qui avait fait de Fouché l'un des hommes les plus redoutés de France, au point même d'ailleurs qu'il était redouté par Napoléon Ier lui-même, qui avait à plusieurs reprises tenté de l'écarter, puis après l'avait repris parce qu'il était redoutablement efficace. Il a une parole célèbre qui est celle de Chateaubriand, où sous la Restauration, il dit qu'il voit entrer dans le bureau de Louis XVIII, donc c'est après la chute de Napoléon, il voit entrer Talleyrand. Talleyrand, c'est ce ministre des Affaires étrangères qui a fait tous les régimes, et qui était soutenu par Fouché. Et donc Chateaubriand dit « Je vis alors le vice soutenu par le crime, entrer dans la chambre du roi, le vice étant Talleyrand et le crime étant Fouché ». Alors je vous raconte ça, c'est une histoire passionnante. C'est les débuts, en fait, de la police style Fouché. C'est un peu les renseignements généraux, si l'on peut dire, et c'est une tradition d'avoir des fonds secrets pour payer des mouchards et également pour financer la presse. Eh bien alors, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui avec le fonds Marianne ? C'est la même tradition en fait. On a de l'argent qui est utilisé pour des détournements de fonds, et on finance la presse. Je vous montre ici des financements de la presse par le pouvoir français, par l'État. C'est absolument hallucinant. Quand on voit par exemple que le journal Libération engrange plus de 6 millions d'euros de financement public,
C'est extraordinaire. Ça n'existe pas il n'y a pas beaucoup de pays au monde où ça existe. Quelque chose de pareil. Donc là, on a les contribuables français qui, comme ceux qui m'écoutent là en ce moment, nous faisons plumer l'argent que nous donnons à l'État pour financer des officines comme celle de M. Rudi Reichstadt, dont l'objectif est de me salir dans la notice Wikipédia. Pas seulement moi, mais moi aussi, je suis sali avec l'argent que nous versons en tant que contribuables. Et par ailleurs, des journaux sont là pour également me salir, comme ils salissent également le professeur Raoult, le professeur Montagnier, tel ou tel responsable politique comme Mélenchon qui ne leur convient pas, etc., etc. Voilà. Ce sont les mêmes pratiques qui sont à l'œuvre. On finance la presse et on finance des mouchards. Finalement, voilà, la boucle est bouclée. En réalité, il faut comprendre que le scandale Marianne, le scandale du fonds Schiappa, montre que les méthodes de Joseph Fouché continuent d'exister en France et qu'il se trouve des gens qui, malheureusement, c'est comme ça, pour vivre, pour faire cuire la marmite, eh bien, ils se sont transformés en mouchards du pouvoir, toujours attaquant toujours les mêmes et toujours protégeant ceux qui ne s'opposent ni aux États-Unis d'Amérique ni aux oligarques euro-atlantistes. Voilà, maintenant, vous avez peut-être une vision un petit peu complétée de ce scandale Schiappa, de ce scandale Marianne, dont je pense qu'il va quand même être plus ou moins étouffé et surtout, dont on ne va pas montrer l'ampleur dans toute son économie générale, dans tout l'écosystème qui est ainsi construit. Vive quand même la France, vive la République, vive la France.